Quand les amis toxiques de ma femme l'ont convaincue de faire une valise et de disparaître pendant une semaine pour me donner une leçon, elle pensait que je reviendrais en rampant et en suppliant. Au lieu de cela, j'ai pris le téléphone et j'ai passé un appel qui allait complètement renverser leur petit jeu. Pendant qu'elle célébrait sa victoire avec ses femmes aigries, j'entamais des démarches qu'elle n'aurait jamais imaginées. Je m'appelle Miles Doyle, j'ai 42 ans, et j'ai passé les 15 dernières années à construire quelque chose que je pensais éternel, non seulement mon mariage avec Cindy, mais aussi mon entreprise d'installation de pneus, qui a commencé avec un seul garage pour devenir un réseau de 5 centres à travers notre ville. J'ai travaillé d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de ma famille, ma femme Cindy, 39 ans, notre fils de 16 ans, Dylan, et notre fille de 12 ans, Emma. L'ironie, c'est que le succès est peut-être ce qui nous a détruits. Quand je luttais pour lancer le premier garage, travaillant 16 heures par jour avec de la graisse sous les ongles, Cindy et moi étions solides. Nous étions une équipe. Elle m'apportait à dîner au garage, m'aidait avec la comptabilité, et passait même le balai quand j'étais trop épuisé pour le faire moi-même. Mais à mesure que l'entreprise grandissait et que l'argent commençait à affluer, quelque chose a changé. Cindy a trouvé un travail à la banque du centre-ville, disant qu'elle voulait sa propre carrière, sa propre identité. Je l'ai soutenue à 100%. Je voulais qu'elle soit heureuse, qu'elle ait quelque chose à elle. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'elle se trouverait un tout nouveau groupe d'amis qui semblait déterminé à détruire tout ce que nous avions construit ensemble. La première fois que j'ai rencontré Veronica Sterling, j'ai su qu'elle était néfaste. Elle est entrée dans notre maison comme si elle était chez elle, portant des vêtements qui coûtaient probablement plus cher que le remboursement mensuel du prêt immobilier de la plupart des gens. Des ongles parfaitement manucurés, un sac à main de créateur et une attitude qui transpirait l'arrogance. Elle avait 45 ans, divorcée 2 fois, et semblait tirer fierté de ses 2 échecs comme s'il s'agissait de réussite. Veronica avait une façon de parler à Cindy qui me donnait la chair de poule. Elle faisait des petites remarques sur le fait que Cindy gâchait son potentiel et qu'elle méritait mieux que d'être enchaînée à un mari et des enfants. Elle parlait de ses propres divorces comme de victoires, se vantant de l'argent qu'elle avait obtenu de chaque ex-mari. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Toute femme qui célèbre la destruction de mariage ne devrait pas être la bienvenue dans la vie d'une femme mariée. Mais Cindy buvait ses paroles comme si c'était paroles d'évangile. Le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était progressif, comme regarder un accident de train au ralenti. Cindy a commencé à rentrer plus tard après le travail, prétextant des « soirées entre filles » avec ses nouvelles amies. Elle a commencé à remettre en question tout ce que je faisais, de la gestion de mon entreprise à la façon dont j'éduquais nos enfants. Elle employait des phrases qui ressemblaient exactement à ce que Veronica dirait. Le commerce de pneus était en plein essor. Et honnêtement, ce succès m'a peut-être aveuglé sur ce qui se passait à la maison. En 2023, j'avais 5 centres qui tournaient comme des horloges. Chacun générant des revenus importants. Mon garage d'origine sur Main Street était devenu le vaisseau amiral, mais les nouveaux centres en banlieue étaient là où se trouvait le vrai pactole. Les mères de famille avec leur SUV, les entrepreneurs avec leurs poids lourds, ils avaient tous besoin de pneus, et mes garages offraient un service de qualité à des prix justes. Dylan avait commencé à travailler à temps partiel au centre-ville, apprenant le métier à la base, comme je l'avais fait. Le gamin était doué de ses mains et n'avait pas peur du travail. Je me disais qu'il pourrait un jour reprendre l'entreprise, pour que le nom Doyle perdure. Emma était encore concentrée sur l'école et son équipe de foot, mais elle passait parfois au garage, charmant les clients avec ce sourire qui me rappelait tant celui de sa mère. C'est ça qui faisait le plus mal. Cindy avait l'habitude de me sourire comme ça. À nos débuts, quand l'argent était rare et les rêves immenses, elle me regardait comme si je pouvais conquérir le monde. Maintenant, quand elle me regardait, si tant est qu'elle le fasse, c'était avec une indifférence froide qui me blessait plus profondément que n'importe quelle dispute. Le changement est devenu évident lors de nos dîners en famille. Avant, nous parlions de tout, les activités scolaires des enfants, les projets professionnels, les voyages du week-end. Maintenant, Cindy restait assise, picorant sa nourriture, participant à peine aux conversations. Quand elle prenait la parole, c'était généralement pour critiquer quelque chose que j'avais fait ou dit. Un soir, Dylan nous parlait d'un recruteur universitaire qu'il avait appelé au sujet de ses notes et de ses performances sportives. Le gamin était excité, parlant d'une éventuelle bourse pour jouer au baseball. J'étais fier comme un paon, prêt à célébrer, mais Cindy a juste haussé les épaules et a dit que l'université coûtait cher et qu'il devrait peut-être envisager une fac de proximité. Je l'ai regardé, incrédule.
Il s'agissait de l'avenir de notre fils, et elle agissait comme si ses rêves n'avaient aucune importance. Quand j'ai souligné que nous pouvions nous permettre de l'envoyer où il voulait, grâce à l'entreprise que j'avais bâtie, elle a levé les yeux au ciel et a marmonné quelque chose sur le fait de jeter l'argent par les fenêtres. Plus tard dans la nuit, j'ai essayé de lui en parler. J'ai demandé à Cindy ce qui n'allait pas vraiment, pourquoi elle semblait si malheureuse tout le temps. Elle m'a répondu que je ne comprendrais pas, car j'étais trop concentré sur mon travail pour remarquer ce qui se passait dans notre famille. Selon elle, je négligeais mes responsabilités de mari et de père. Ça m'a fait mal, parce que je savais que ce n'était pas vrai. Tout ce que je faisais, c'était pour cette famille. Chaque matin tôt, chaque nuit tardive au garage, chaque décision commerciale que je prenais visait à offrir à ma femme et à mes enfants la meilleure vie possible. Mais d'une manière ou d'une autre, dans l'esprit de Cindy, mon succès était devenu un échec. J'ai commencé à prêter plus d'attention après cette conversation, et ce que j'ai vu m'a effrayé. Ma femme devenait une étrangère et je n'avais aucune idée de comment la retrouver. Ma mère, Eleanor, n'avait jamais été du genre à mâcher ses mots. Et à 67 ans, elle n'allait certainement pas commencer. Elle observait les changements chez Cindy avec l'œil vif d'une femme qui avait vu sa part de déception dans la vie. Quand elle m'a demandé de passer prendre un café un samedi matin, je savais que quelque chose la préoccupait. Eleanor Doyle était assise à sa table de cuisine, la même où elle m'avait servi le petit déjeuner pendant 18 ans avant que je ne déménage. Ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés et ses yeux bleus avaient ce regard déterminé que je me rappelais de mon enfance, quand elle avait quelque chose d'important à dire. « Miles, nous devons parler de ta femme, dit-elle, sans prendre de gants. » J'ai soupiré et me suis assis en face d'elle. « Maman, s'il te plaît, ne commence pas. » Commencer quoi? À me soucier de mon fils et de mes petits-enfants? Eleanor a versé du café dans ma tasse préférée, celle avec l'inscription « Meilleur fils du monde », qu'elle m'avait offerte il y a des années. J'observe Cindy, et cette femme n'est plus la même personne que tu as épousée. Elle avait raison, mais l'entendre à voix haute le rendait réel d'une manière à laquelle je n'étais pas prêt. Un mariage a des hauts et des bas. Maman, tu le sais bien. Eleanor a reniflé. Les hauts et les bas, c'est une chose. Les changements complets de personnalité, c'en est une autre. Dimanche dernier à l'église, Cindy a à peine parlé à qui que ce soit. Avant, elle illuminait toute la congrégation avec son sourire. Maintenant, elle agit comme si être là était une sorte de punition. Ça a fait mouche, car je l'avais remarqué aussi. Cindy adorait notre communauté paroissiale, elle se portait volontaire pour chaque vente de gâteaux et collecte de charité. Maintenant, elle se plaignait de devoir y aller, disant que c'était une perte de temps. Pas plus tard que la semaine dernière, elle avait levé les yeux au ciel lorsque le pasteur Miller lui avait demandé si elle pouvait aider pour la collecte de fonds pour les jeunes. Et ses amis, a poursuivi Eleanor, sa voix prenant un ton plus tranchant. Cette femme Sterling en particulier. J'ai entendu des choses sur elle en ville, Miles. C'est un poison, et elle le propage à ta femme. Je me suis adossé à ma chaise, sentant le poids de tout ce que j'avais essayé d'ignorer. Quel genre de choses? Le genre qui détruit les familles, a dit fermement ma mère. Elle se vante de ses divorces comme s'il s'agissait de trophées. Elle est fière de l'argent qu'elle a obtenu de chaque mari. Les femmes comme ça ne supportent pas de voir les autres heureux en mariage, car cela leur rappelle leurs propres échecs. Eleanor a tendu la main sur la table et a saisi la mienne avec une force surprenante. Mon fils, tu dois te battre pour ta famille avant qu'il ne soit trop tard. Cette femme remplit la tête de Cindy de bêtises. Et si tu n'y mets pas un terme, tu vas perdre tout ce pour quoi tu as travaillé. Le café a refroidi pendant que ma mère continuait, me racontant des conversations qu'elle avait surprises à l'épicerie, des avertissements d'autres femmes de la communauté sur l'influence de Véronica. Cela brossait un tableau que je ne voulais pas voir, mais que je ne pouvais plus ignorer. Ton père, que Dieu ait son âme, aurait tapé du poing sur la table la première fois qu'une fauteuse de trouble aurait essayé de se mettre entre nous, a dit Eleanor. Parfois, être un bon mari signifie protéger son mariage des personnes qui veulent le détruire, même si l'une de ces personnes est ta propre femme. Ce jour-là, je suis rentré chez moi avec les paroles de ma mère résonnant dans ma tête. Je savais qu'elle avait raison, mais je n'étais pas sûr d'être prêt pour le combat qui s'annonçait. La confrontation est arrivée plus tôt que prévu. J'étais rentré tôt du garage de Westside, espérant passer un peu de temps de qualité en famille. Au lieu de cela, je suis tombé sur ce qui ressemblait à une séance de thérapie infernale.
Cindy était assise dans notre salon avec Véronica et deux autres femmes que je ne reconnaissais pas, et elle disséquait les mariages comme des chirurgiens avec des scalpels. Le problème avec les hommes, disait Véronica en faisant tourner son verre de vin comme si elle était à un événement mondain, c'est qu'ils pensent que fournir de l'argent équivaut à être un bon mari. Ils travaillent toute la journée et s'attendent à ce que nous soyons reconnaissantes pour les miettes qu'ils nous jettent. L'une des autres femmes, une rousse que je n'avais jamais vue, a ri amèrement. Ne m'en parle pas. Mon ex pensait que m'acheter des bijoux compenserait le fait de m'ignorer le reste de l'année. Comme si un bracelet en diamant pouvait remplacer une vraie conversation. La troisième femme, blonde et probablement au début de la quarantaine, a hoché la tête avec enthousiasme. Ils utilisent le travail comme excuse pour éviter une véritable intimité. Désolé chérie, je ne peux pas parler maintenant, je dois subvenir aux besoins de la famille. Pendant ce temps, nous mourons de solitude à l'intérieur. Je suis resté dans le couloir à écouter ces femmes démolir l'institution du mariage avec l'enthousiasme d'adolescentes qui cancanent sur leurs camarades de classe. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est d'entendre la voix de Cindy se joindre à elle. Miles pense que parce que son entreprise de pneus a du succès, il est automatiquement un bon père et un bon mari, a dit ma femme, sa voix portant un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Mais le succès ne signifie rien si vous n'êtes pas disponible émotionnellement. Il rentre à la maison en s'attendant à ce que le dîner soit sur la table et à être félicité pour avoir travaillé dur, comme si le mariage ne se résumait qu'à ça. Disponible émotionnellement ? Je travaillais d'arrache-pied pour qu'elle puisse avoir tout ce qu'elle voulait. Je n'avais jamais manqué une réunion parents-professeurs. Jamais manqué un match de foot d'Emma ou un tournoi de baseball de Dylan. J'emmenais la famille en vacances chaque année. Je m'assurais qu'ils aient le meilleur de tout. Quand cela avait-il cessé d'être suffisant ? La voix de Véronica a percé mes pensées. Les hommes comme ça sont des contrôleurs, Cindy. Ils utilisent la sécurité financière comme une laisse pour vous maintenir dépendante. La question est, que vas-tu faire à ce sujet ? Vas-tu passer le reste de ta vie à être reconnaissante pour des miettes, ou vas-tu exiger ce que tu mérites ? C'est là que j'en ai eu assez. Je suis entré dans le salon, et la conversation s'est arrêtée comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton silencieux. 4 paires d'yeux se sont tournés vers moi, et j'ai eu l'impression d'interrompre quelque chose dont je n'étais pas censé être témoin. Mesdames, dis-je, gardant ma voix calme et polie malgré la colère qui montait dans ma poitrine. J'espère que vous passez une agréable visite. Véronica a souri, son faux sourire, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. Miles, nous avions juste une discussion entre filles. Rien qui ne t'intéresserait, j'en suis sûr. En fait, ça avait l'air plutôt intéressant de là où j'étais, ai-je répondu, croisant son regard directement. Surtout la partie sur les contrôleurs et les laisses. Voulez-vous développer ? La tension dans la pièce était à couper au couteau. Le visage de Cindy est devenu rouge, soit de honte, soit de colère. Je ne pouvais pas dire lequel. Les 2 autres femmes se sont soudainement montrées très intéressées par leur verre de vin. Nous devrions probablement y aller, a dit la rousse, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenaient les choses. Merci pour le vin, Cindy. Après leur départ, alors qu'elles rassemblaient leurs sacs à main avec la vitesse de personnes fuyant une scène de crime, Cindy s'est retournée contre moi comme si j'avais commis un crime terrible. Comment oses-tu m'humilier comme ça devant mes amis, siffla-t-elle. T'humilier ? Je regardais ma femme, incrédule. Je rentre à la maison et je te trouve en train de parler de notre mariage comme si c'était une sorte de condamnation à la prison. Comment penses-tu que je me sois senti ? Le pire, quand on voit son mariage s'effondrer, ce ne sont pas les nuits blanches ou l'indifférence. C'est de voir ses enfants essayer de naviguer dans les décombres en faisant semblant que tout est normal. Dylan et Emma n'étaient pas stupides. Ils pouvaient sentir la tension dans la maison, voir comment leur mère avait changé, entendre les disputes qui s'arrêtaient dès qu'ils entraient dans une pièce. Dylan a commencé à passer plus de temps au garage, affirmant qu'il voulait mieux apprendre le métier. Mais je connaissais la vraie raison. La maison n'était plus un lieu confortable. Le gamin arrivait après l'école, prenait une clé à molette et travaillait sur n'importe quel projet. Nous travaillions côte à côte dans un silence complice, évitant tous les deux le sujet qui fâche. « Papa », dit-il un après-midi alors que nous changions les pneus de la Honda de Madame Henderson. « Est-ce que tout va bien entre toi et maman ?» J'ai arrêté ce que je faisais et j'ai regardé mon fils de 16 ans. Ce jeune homme qui était déjà plus grand que moi et qui avait les yeux de sa mère. Comment expliquer à son enfant que la femme qu'il a élevée devenait quelqu'un que l'on ne reconnaissait plus ? Ta mère traverse des changements,
fiston, ai-je finalement dit. Parfois, les adultes ont besoin de temps pour régler leurs problèmes. Dylan a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'il n'était pas convaincu par la réponse diplomatique. Elle est différente maintenant. Avant, elle me posait des questions sur mes matchs de baseball, elle m'aidait pour mes devoirs. Maintenant, elle lève à peine les yeux de son téléphone quand je lui parle. Ça faisait mal, parce que c'était vrai. Cindy était le genre de mère qui préparait des biscuits maison pour les kermesses de l'école et connaissait tous les amis de Dylan par leur nom. Maintenant, elle agissait comme si être parent était un inconvénient qui interrompait sa vie sociale. Emma gérait la situation différemment. Ma fille de 12 ans avait commencé à avoir ce qu'elle appelait des « maux de ventre » qui la gardaient à la maison. La conseillère d'orientation de l'école a appelé la semaine dernière, préoccupée par la baisse des notes d'Emma et son retrait des activités qu'elle aimait tant. Quand j'ai parlé à Emma à ce sujet, assise sur son lit entouré de trophées de foot et de peluches, elle m'a regardé avec des larmes aux yeux. « Pourquoi maman ne nous aime plus ?» a-t-elle demandé. La question m'a frappé comme un camion. « Ma chérie, maman t'aime très fort. Elle est juste un peu perdue en ce moment. Elle ne vient plus jamais à mes matchs », a murmuré Emma. Et quand j'essaie de lui parler de l'école, elle dit qu'elle est trop occupée ou fatiguée. J'ai serré ma fille contre moi, sentant son petit corps trembler de sanglots silencieux. Il ne s'agissait plus seulement de Cindy et moi. Ces femmes toxiques ne détruisaient pas seulement mon mariage. Elles détruisaient la relation de mes enfants avec leur mère. Cette nuit-là, après que les 2 enfants se soient endormis, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas contrôler ce que Cindy choisissait de faire ou qui elle choisissait d'écouter, mais je pouvais protéger mes enfants des retombées. Ils méritaient mieux que de marcher sur des œufs dans leur propre maison. La découverte s'est faite par accident, comme c'est souvent le cas. Je vérifiais nos comptes professionnels lorsque j'ai remarqué une activité inhabituelle sur notre compte chèque personnel commun. Des retraits importants, des virements que je ne reconnaissais pas, des paiements à des endroits dont je n'avais jamais entendu parler. Au début, j'ai pensé à un vol d'identité ou à une erreur bancaire. Puis j'ai commencé à creuser. 5 000 $ virés à quelque chose appelé Sterling Consulting. 3 000 autres à un spa dans le comté voisin. 2 000 pour ce qui ressemblait à une virée shopping dans une boutique du centre-ville. Tout cela au cours des 6 derniers mois. Tout autorisé par Cindy. J'étais assis dans mon bureau au garage principal, regardant des relevés bancaires qui racontaient une histoire de trahison financière. Ma femme avait systématiquement sorti de l'argent de nos comptes, le dépensant on ne sait où sans me dire un mot. De l'argent qui était censé être pour les études des enfants, pour notre retraite, pour les urgences. Le paiement à Sterling Consulting est ce qui m'a vraiment fait bouillir le sang. J'ai passé quelques appels et j'ai découvert que ce n'était pas du tout une entreprise de conseil. C'était le compte personnel de Véronica. Cindy avait payé cette femme, littéralement payé pour qu'elle détruise notre mariage. Quand j'ai confronté Cindy ce soir-là, elle n'a même pas essayé de nier. Et alors, si j'ai dépensé un peu d'argent, dit-elle, croisant les bras d'un air de défi. La moitié de tout ce que tu gagnes est à moi de toute façon. Je ne devrais pas avoir à demander la permission pour dépenser mon propre argent. Ton propre argent ? Je la regardais, incrédule. Cet argent était pour l'appareil dentaire d'Emma, pour les dossiers d'inscription à l'université de Dylan. Nous avions des projets pour cet argent. Des projets que tu as faits, a rétorqué Cindy. Tu décides toujours de tout, Miles. Où nous vivons, comment nous dépensons l'argent, ce que les enfants devraient faire. Eh bien, peut-être que j'en ai marre de vivre selon tes plans. Ces plans incluaient de prendre soin de notre famille, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Pourquoi exactement as-tu payé 5 000 $ à Véronica Sterling ? Le visage de Cindy est devenu blême. Elle ne s'attendait pas à ce que je remonte la piste de cette transaction. Ça ne te regarde pas. Ça me regarde absolument quand c'est notre argent. J'ai sorti les relevés bancaires et les ai étalés sur la table de la cuisine. Regarde ça, Cindy. Regarde ce que tu as fait. Tu as dépensé près de 15 000 $ en 6 mois, pourquoi ? Des soins au spa, des vêtements de marque, payer une divorcée aigrie pour te dire à quel point ton mari est horrible. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose comme de la honte vaciller sur son visage. Mais son expression s'est à nouveau durcie, et j'ai su que le poison de Véronica s'était infiltré trop profondément. Je mérite ces choses, a-t-elle dit. J'ai sacrifié 20 ans de ma vie pour cette famille. Si je veux dépenser de l'argent pour moi pour une fois, c'est mon droit.
C'est là que j'ai su que notre mariage était irrécupérable. La femme que j'avais épousée n'aurait jamais volé l'argent de l'avenir de ses enfants pour financer sa crise de la quarantaine. J'aurais dû savoir que quelque chose se préparait quand Cindy a commencé à faire une valise ce mardi matin. Elle se déplaçait dans la chambre avec une énergie déterminée que je ne lui avais pas vue depuis des mois, pliant les vêtements comme si elle se préparait pour une bataille plutôt que pour un simple voyage. « Où vas-tu » ai-je demandé, la regardant ranger des articles de toilette dans une petite trousse. Cindy n'a pas levé les yeux. Je vais rester chez Véronica pendant un certain temps. Nous avons tous les deux besoin de temps pour réfléchir à ce que nous voulons vraiment de ce mariage. Nous avons besoin de temps. Je suis resté là, dans mes vêtements de travail, une tasse de café à la main, essayant de comprendre ce que j'entendais. Ce n'est pas moi qui ai volé de l'argent et dénigré notre famille auprès d'un groupe de divorcés aigris. Cela a attiré son attention. Elle s'est redressée et m'a fixé d'un regard qui aurait pu geler l'enfer. C'est exactement de ça que je parle, Miles, dit-elle en fermant la valise d'un geste sec et colérique. Tu dois toujours avoir raison. Tu dois toujours être la victime. Eh bien, il est peut-être temps que tu apprennes ce que ça fait d'être seul pendant un moment. J'ai posé mon café sur la commode, sentant quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. Alors, c'est ce que tes amis t'ont conseillé. Faire une valise et quitter ta famille pour donner une leçon à ton mari. Mes amis m'ont dit que je méritais mieux que ça, a rétorqué Cindy. Elles m'ont dit que si je disparaissais pendant une semaine, tu réaliserais à quel point tu as besoin de moi et tu commencerais à me traiter avec le respect que je mérite. Voilà. Les mauvais amis de ma femme lui avaient dit de partir une semaine pour me donner une leçon, exactement comme ma mère m'en avait averti. Ces femmes avaient transformé l'abandon de sa famille en une sorte de démonstration de force. Et si je ne reviens pas en rampant, te suppliant de revenir, ai-je demandé, gardant ma voix stable. La confiance de Cindy a vacillé une seconde, puis elle a relevé le menton avec défi. Alors je suppose que nous saurons tous les deux où nous en sommes. Elle a attrapé sa valise et s'est dirigée vers la porte de la chambre, ne s'arrêtant que pour livrer ce qu'elle pensait clairement être son coup de grâce. Dylan et Emma vont rester chez ta mère pendant mon absence, a-t-elle dit. J'ai déjà tout arrangé. Comme ça, tu pourras te concentrer sur ce que tu as fait de mal, sans aucune distraction. J'ai regardé ma femme sortir de la chambre, j'ai entendu ses pas dans les escaliers, j'ai écouté la porte d'entrée claquer derrière elle. Puis, je me suis assis sur le bord du lit que nous avions partagé pendant 15 ans, et j'ai essayé de comprendre comment tout avait pu si mal tourner. Mais alors que j'étais assis là, quelque chose d'intéressant s'est produit. Au lieu de la panique ou du désespoir que Cindy et ses amis attendaient probablement, j'ai ressenti tout autre chose. Un soulagement. Pour la première fois depuis des mois, la maison était calme. La tension avait disparu. La nécessité constante de marcher sur des œufs était terminée. Peut-être que cette semaine de séparation donnerait une leçon à quelqu'un. Simplement pas la leçon à laquelle Cindy s'attendait. Après le départ de Cindy, j'ai appelé ma mère pour lui dire que les enfants allaient rester chez elle. La voix d'Eleanor était sombre mais pas surprise quand j'ai expliqué la situation. Je t'avais dit que ça arriverait, mon fils, a-t-elle dit. Cette femme pense qu'elle peut te manipuler comme elle a manipulé tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai regardé autour de moi dans la maison qui semblait soudainement différente sans la présence de Cindy. Plus propre, en quelque sorte. Moins toxique. Je vais appeler un avocat, maman. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ? Je suis sûr que c'est ce que je dois faire, ai-je répondu. Cindy a fait son choix quand elle a décidé de laisser ses amis la monter contre sa propre famille. Si elle veut jouer à des jeux, elle va apprendre que je ne joue pas quand il s'agit de protéger mes enfants. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé devoir faire. J'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce dans notre région. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant que Cindy célébrait probablement sa liberté chez Véronica, je prenais des mesures pour rendre cette liberté permanente. Le cabinet d'avocats Bradley et Associés avait de bonnes critiques et une solide réputation pour la gestion de divorces complexes impliquant des actifs commerciaux. J'ai pris rendez-vous pour l'après-midi même, me disant que si je devais le faire, autant le faire correctement. James Bradley était un homme dans la cinquantaine, avec des cheveux gris et le genre de calme qui suggérait qu'il avait vu toutes les variations de désastres conjugaux imaginables. Son bureau était tapissé de livres de droit et de photos de famille.
Le genre d'endroit qui inspirait confiance aux gens confrontés aux pires jours de leur vie. Racontez-moi votre situation, Miles, a-t-il dit, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. J'ai exposé toute l'histoire, la transformation de Cindy, les amis toxiques, la trahison financière, et enfin l'ultimatum de ce matin. Bradley a écouté sans interruption, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes. Combien de centres commerciaux avez-vous, a-t-il demandé quand j'ai eu fini. 5 centres d'installation de pneus, tous rentables. L'entreprise vaut environ 2 millions, peut-être plus. Bradley a hoché la tête. Et votre femme a systématiquement retiré de l'argent de vos comptes. Près de 15 000 $ en 6 mois, à ma connaissance. Nous pouvons travailler avec ça, a-t-il dit, son ton devenant plus professionnel. Dans les cas impliquant une faute financière et l'abandon du domicile conjugal, les tribunaux de Virginie ont tendance à être favorables aux conjoints lésés, surtout quand des enfants sont impliqués. J'ai signé une convention d'honoraires cet après-midi-là. En sortant du bureau de Bradley avec les papiers du divorce dans ma mallette, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois, le contrôle. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, c'était moi qui agissais au lieu de simplement réagir au comportement de plus en plus erratique de Cindy. Les amis de ma femme lui avaient dit de partir une semaine pour me donner une leçon. Eh bien, elles allaient apprendre ce qui se passe quand on s'en prend à un homme qui en a assez de leur jeu. Le vendredi après-midi, exactement 5 jours après le départ de Cindy, elle est revenue. J'étais dans mon bureau en train de relire les papiers du divorce préparés par Bradley quand j'ai entendu sa clé dans la porte d'entrée. Le bruit de ses talons sur le parquet a résonné dans la maison comme des coups de feu. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte de mon bureau, s'attendant probablement à ce que je saute de ma chaise pour l'embrasser avec soulagement. Au lieu de ça, je suis resté assis, la regardant avec l'intérêt détaché que l'on pourrait porter à une étrangère. Je suis de retour, a-t-elle annoncé, comme si c'était un cadeau qu'elle m'offrait. Je vois ça, ai-je répondu, en fermant le dossier contenant les documents du divorce. Comment étaient tes vacances? Le ton désinvolte de ma voix a semblé la déstabiliser. Elle s'attendait probablement à des larmes, des excuses, peut-être un discours désespéré sur à quel point elle m'avait manqué. Ce n'était pas des vacances, Miles, dit-elle, sa voix prenant ce ton tranchant que j'avais appris à détester. C'était un moment pour que nous réfléchissions tous les deux à ce que nous voulons vraiment de ce mariage. Je me suis adossé à ma chaise, étudiant la femme avec qui j'avais cru passer ma vie. Et qu'as-tu décidé de vouloir, Cindy? Je veux que les choses changent, dit-elle en croisant les bras. Je veux que tu arrêtes de me prendre pour acquise. Je veux que tu apprécies ce que tu as avant qu'il ne soit trop tard. C'est là que j'ai commencé à rire. Pas un rire joyeux, mais le genre de rire qui vient quand on réalise à quel point une situation est devenue ridicule. Qu'est-ce qui est si drôle, a exigé Cindy. Je me suis levé et je me suis dirigé vers mon classeur, en sortant une enveloppe Kraft. Ce qui est drôle, c'est que tu as vraiment cru que cette petite manigance fonctionnerait. Tu as pensé que si tu disparaissais pendant une semaine, je reviendrais en rampant, te suppliant de rester. Je ne t'ai pas manqué du tout, a-t-elle demandé. Et pour la première fois depuis son retour, j'ai entendu de l'incertitude dans sa voix. Tu sais ce qui m'a manqué, Cindy? La femme que j'ai épousée. Celle qui n'aurait jamais volé l'argent de l'avenir de ses enfants. Celle qui n'aurait jamais laissé un groupe de divorcés aigris la convaincre d'abandonner sa famille. Je lui ai tendu l'enveloppe. Ce sont les papiers du divorce. Je les ai déposés mercredi matin, juste après que tu sois parti pour me donner cette fameuse leçon. Le visage de Cindy est devenu blanc comme un linge en ouvrant l'enveloppe. Sa main tremblait en lisant la première page. Tu bluffes, a-t-elle murmuré. Tu ne divorcerais pas vraiment pour ça. Je ne bluffe pas, Cindy. Le mariage est terminé. Tes amis ont eu exactement ce qu'elles voulaient. Un autre divorce a ajouté à leur collection. Elle a laissé tomber les papiers et a attrapé mon bras. Miles, s'il te plaît. On peut arranger ça. J'arrêterai de les voir. Je changerai. Mais je me suis doucement dégagé de son emprise. Il est trop tard pour ça. Tu as fait ton choix quand tu as préféré leur poison à notre famille. Le divorce a mis 8 mois à être finalisé, mais ce furent 8 mois de clarté au lieu de confusion. Cindy s'y est opposée au début, essayant de prétendre que j'étais déraisonnable et cruel. Mais lorsque les relevés financiers sont sortis, montrant exactement combien d'argent elle avait volé et où il était allé, son avocat lui a conseillé de régler l'affaire rapidement. J'ai gardé l'entreprise et la maison.
Cindy a obtenu un règlement équitable, mais rien de comparable à ce qu'elle aurait reçu si elle n'avait pas été prise en flagrant délit de vol. Le juge a été particulièrement peu impressionné par son explication selon laquelle l'argent était destiné à son développement personnel et à sa découverte de soi. Dylan a choisi de vivre avec moi à plein temps. À 17 ans, il était assez grand pour prendre cette décision, et il avait assez vu le comportement de sa mère pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Il travaille maintenant au garage principal tous les jours après l'école, apprenant le métier à la base. Emma partage son temps entre les deux maisons, mais passe la plupart des soirs de semaine avec moi. Cindy essaie d'être une bonne mère quand elle l'a, mais les dommages causés à leur relation sont profonds. Les enfants n'oublient pas quand un parent choisit des amis toxiques plutôt que sa famille. Quant à moi, je vais mieux que prévu. L'entreprise est florissante. Il s'avère que ne pas avoir quelqu'un qui sape constamment votre confiance est bon pour la productivité. J'ai ouvert un 6e centre et embauché 3 nouveaux employés. Environ 6 mois après le divorce, j'ai commencé à voir quelqu'un. Ashley Thompson a 30 ans, travaille comme infirmière à l'hôpital pour enfants et n'a jamais été mariée. Elle est gentille, solidaire et s'intéresse sincèrement à mes enfants et à mon entreprise. Plus important encore, elle n'a pas d'amis divorcés et aigris qui lui remplissent la tête de poison sur les hommes et le mariage. Nous prenons les choses lentement, mais pour la première fois depuis des années, je suis optimiste quant à l'avenir. Dylan l'aime bien, et Emma s'habitue progressivement à elle. C'est tout ce que je peux demander. Cindy est toujours amie avec Veronica Sterling et le reste de ce groupe toxique. D'après ce que j'entends en ville, elle sort avec un type de 15 ans, son cadet et vit dans un minuscule appartement à l'autre bout de la ville. Veronica l'a convaincue que c'était ça, vivre sa meilleure vie. Mais les rares fois où j'ai vu Cindy lors d'événements scolaires, elle avait l'air fatiguée et plus âgée que son âge. Parfois, on me demande si je regrette la fin des choses, si j'aurais aimé me battre plus fort pour sauver mon mariage. La réponse est non. Un mariage est censé être un partenariat entre deux personnes qui se respectent et travaillent vers des objectifs communs. Ce que j'avais avec Cindy à la fin n'était pas un mariage. C'était une prise d'otage. Mon conseil à tout homme qui traverse une situation similaire est simple, ne laissez pas des personnes toxiques empoisonner votre famille. Si votre conjoint choisit des amis amers plutôt que votre mariage, croyez ce qu'il vous montre et protégez-vous en conséquence. Parfois, la leçon que quelqu'un essaie de vous enseigner n'est pas celle qu'il avait prévue.